Bienvenue dans le journal d'Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le Sénat lève l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, accusé de participation directe au M23. Cette mesure ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'autorité morale du PPRD. Nouveau souffle à la minière de Bakwanga. Les experts botswanais ont évalué le site d'exploitation de l'industrie diamantifère congolaise. Ces travaux visent à établir un diagnostic technique et à formuler des recommandations stratégiques pour la relance de la MIBA. Le Sénat a prononcé jeudi 22 mai la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, accusé d'être complice du groupe armé M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'Est du pays. Les sénateurs se sont prononcés à bulletin secret. 88 ont voté pour, 5 contre et 3 autres se sont abstenus de cette décision. Cette mesure ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président et sénateur à vie. Retour sur l'ambiance qui a régné jeudi dernier au Sénat lors de la plénière de la levée des immunités de Joseph Kabila avec Saturne Adjebe. Mes chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi dans la soirée en sa résidence de Mangaliema, Madame Ba Alissata Yaya, ministre conseillère à la présidence de Mauritanie. Au menu de leurs échanges, les sujets d'intérêt commun, dont ceux qui se rapportent à la coopération dans les domaines de la pêche et du commerce. L'émissaire du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était porteuse d'un message dont le contenu n'a pas été révélé à la presse. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi soir à la résidence présidentielle de Mangaliema Madame Ba Aissata, ministre conseillère à la présidence mauritanienne. Elle était porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue de la RDC. Nous avons, le président a lui aussi transmis ses salutations les plus sincères au président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé ses vœux de prospérité aussi pour le peuple mauritanien frère. La Mauritanie et la République du Congo entretenaient depuis longtemps des relations de coopération et d'amitié. Ces relations ne se sont jamais interrompues. Je peux donner comme exemple la première école nationale des instituteurs a été financée par la République démocratique du Congo, donc depuis les années 70. C'est pour dire que les relations sont vraiment anciennes et avec la présence des ambassades aussi, d'autres volets de coopération sont en train d'être étudiés aussi
domaine de la pêche, du commerce, etc. Voilà. Donc, c'est des relations que nous verrons vraiment fructifier et aussi à un niveau plus élevé. La conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique Wagner, Catherine Mbouyi, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Nguindou, ont assisté à cette entrevue. Et puis ce geste de reconnaissance collective des assistants parlementaires a tenu mercredi dernier à rendre hommage à Modeste Bahati Lukwebo, deuxième président du Sénat, pour son rôle dans le recrutement. Un moment d'émotion pour l'ancien président de la Chambre haute du Parlement qui s'est vu décerner le prix du meilleur manager politique. Saturna Djembe, Joël Moudjiri. Selon les responsables de cette organisation, cette reconnaissance des mérites se justifie par le fait que Modeste Bahati Lukwebo a été le premier président du Sénat à nommer les assistants parlementaires et à leur octroyer les avantages conformément au règlement intérieur de cette institution. Les anciens assistants parlementaires estiment en outre qu'ils ont été traités avec beaucoup d'humanisme pendant tout le mandat de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en tant que président du Sénat lors de la précédente législature. C'est l'honorable Bahati qui, au fait, est le tout premier de tous les autres gestionnaires qui s'est conformé aux prescrits des règlements intérieurs en nommant les assistants, en leur accordant les avantages sociaux qu'il fallait. Voilà pourquoi nous avons décidé, parce que vous avez posé la question autour de l'honorable Bahati, nous disons qu'il est le précurseur. Très ému, Modeste Bahati Lukwebo s'est dit interpellé par ces gestes de reconnaissance et a saisi cette occasion pour remercier les organisateurs. Notre pays, ce ne sont pas les textes qui manquent, c'est plutôt, il faut veiller à la bonne application de ces textes. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions comme président du Sénat, j'ai remarqué que dans le règlement intérieur, il était prévu qu'on puisse nommer des assistants parlementaires et qu'on puisse leur doter d'un statut et qu'ils puissent être éligibles à des avantages en tant que personnel du Parlement. C'est ce que j'ai fait. Pour le reste, je considère chaque fois que je reçois un brevet ou une médaille, parce qu'on en a beaucoup, je considère tout cela comme une interpellation. Pour cette première édition, 5 personnalités ont été primées, notamment le président actuel du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, et pour avoir emboîté les pas de Modeste Bahati à la tête de cette institution, en accordant aussi des avantages aux assistants parlementaires en se conformant au règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement congolais. Parlons à présent de la régulation des secteurs privés et technologiques. Un protocole d'accord a été signé mardi dernier à Kinshasa entre l'ARSP, autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dirigée par Miguel Cachal, et l'RPTC, autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, chapeautée par Christian Katende. Cette initiative vise à établir un cadre de collaboration durable entre les deux institutions afin de renforcer la régulation, le partage d'expériences et la transparence dans leurs secteurs respectifs. Cette mesure a été saluée par Pépel Loubo, président de l'Acoustique, association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication. Suivez. Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visant à conjuguer les efforts en vue de booster les activités de la sous-traitance dans le secteur de télécom. Monsieur le Président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC en cycle, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Madame la DGA de l'ARSP, Messieurs les directeurs généraux des opérateurs des télécommunications, honorables représentants des secteurs publics et privés, en vos titres et qualités, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de gratitude que nous, en tant que président national de l'Association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication, Acoustique en sigle, prenons la parole en ces jours importants, marqués par la signature
d'un protocole d'accord entre l'ARSP et l'ARPTC. Ces deux structures impulsées par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'inscrivent dans une dynamique de gouvernance économique plus inclusive, tournée vers la valorisation des compétences congolaises et l'accès équitable aux opportunités des marchés. Cet accord est porteur d'espoir pour les entreprises congolaises à capitaux majoritairement congolais, désireuses de jouer pleinement leur rôle dans l'écosystème économique et technologique national. Il constitue une avancée significative dans la régulation de la sous-traitance, en particulier dans les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information, ainsi que du numérique. Il concrétise les dispositions prévues dans la loi sur les télécommunications et celles de la sous-traitance dans les secteurs privés, qui réservent les activités auxiliaires aux entreprises congolaises éligibles à la sous-traitance. Messieurs les présidents, messieurs les directeurs généraux, votre engagement à travers cet acte est à saluer avec respect. Il témoigne d'une volonté affirmée de faire confiance aux compétences locales et d'ouvrir des perspectives nouvelles aux acteurs économiques congolais. Nous saluons également la mobilisation et la présence des directeurs généraux des opérateurs des télécommunications, dont l'implication sera déterminante pour traduire cette vision en actions concrètes. Leur accompagnement et matérialisation de la vision du chef de l'État aux entreprises éligibles à la sous-traitance dans notre secteur, notamment celles regroupées au sein de l'acoustique, sont attendus avec confiance et espoir. Merci à toutes et à tous pour vos engagements. Que vive la sous-traitance congolaise, que vive la coopération ARSP-RPTC et que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tout à fait. Autre chose, interpellation mercredi dernier à l'Assemblée nationale du directeur général de l'Office des voiries et drainages, Victor Toumba, par la question orale avec débat initié par la députée nationale Doli Tshilombo sur le rôle de l'EVD face à la dégradation de l'état de la voirie de Kinshasa. Après réplique du patron de la voirie, les élus non convaincus lui ont donné un délai de 48 heures pour revenir devant les élus. Images et commentaires. Avec cette question orale avec débat, la députée nationale Doli Tshilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet des plus capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainages au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025? Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau des voiries de la République démocratique du Congo avec 85% des voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé. Le problème des financements, de l'exécution régulière de la loi des finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ces prérogatives. 1. Une exécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier. Dans les soucis de mieux rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la demande du directeur général de l'OVD Victor Toumba Tshikela, un délai de 48 heures lui a été accordé.
Et dans le chapitre de l'économie, la minière de Bakwanga au Kasaï oriental pourrait entamer une nouvelle phase de réhabilitation. Une délégation technique venue de Botswana a récemment passé au crible l'étendue des ressources encore disponibles dans le périmètre de la MIBA. Leur verdict, le potentiel reste exploitable. Les experts sud-africains ont été associés également à ces travaux d'évaluation pour un plan structuré de relance de la MIBA comme souhaité par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Visite au polygone de la minière de Bakwanga MIBA, mercredi 14 mai 2025. Elle était effectuée par la coordonnatrice de l'unité de gestion du projet de la relance de cette société. Joël Kabena, qu'accompagnait le coordonnateur adjoint de sa structure, Jérémy Kalala, ainsi que leur partenaire botswanais et sud-africain, a visité plusieurs sites du polygone. Cette délégation a commencé par visiter les garages transport, passant par les sites miniers Massif 1, Bakwanga Central, Massif 10, Laverie d'Isela, l'ancienne Laverie NLK pour chuter au bureau secteur. Les partenaires botswanais et sud-africains, dont le modèle d'exploitation est voulu par les Congolais, ont eu à palper de leurs propres doigts les différentes couches des roches et calcaires que possède la MIBA. Ils ont également de leurs propres yeux vu l'état des usines qu'utilise cette société pour l'exploitation du diamant. Les explications leur ont été données par les directeurs techniques de la MIBA partout où ils sont passés. Des retours à la direction générale de la société minière de Bakwanga, ils se sont entretenus avec le directeur général André Kabanda. La coordonnatrice de l'UGP MIBA, Joël Kabena, soutient que ses partenaires ont eu à voir les éléments importants qui pourront mener à la relance de la MIBA. Il y a des éléments qu'ils ont pu voir sur place, qu'ils n'auraient jamais vus à distance. Donc je pense qu'ils ont constaté beaucoup d'effets sur place et ils ont une idée plus claire de ce qu'on a. On a beaucoup évolué par rapport au tout début. Les visiteurs ont dit leur satisfaction au terme de cette visite. Le directeur général de la société botswanaise Naledi précise que la MIBA a beaucoup de potentialités, d'où il faut seulement les nouvelles technologies pour sa relance. L'unité de gestion du projet de la relance de la MIBA est une structure créée par le ministère des Finances et de Portefeuille pour gérer les 50 millions de dollars alloués à la relance de la MIBA. Cette structure veut, sous l'impulsion du président de la République, utiliser le modèle botswanais pour relancer la MIBA. Dans l'actualité également, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a convoqué dans son bureau de travail jeudi 22 mai toutes les sociétés partenaires en charge de la réhabilitation de la voirie de Kinshasa dans l'optique de lui proposer un plan pouvant résorber les inondations, mais aussi comment réhabiliter en un temps record la voirie de Kinshasa. Reportage. Ingénieurs, urbanistes, architectes et géographes du bureau d'études Urbaplan ont recensé les causes des récentes inondations qui ont battu leur plein de la ville de Kinshasa et ont proposé des mesures concernant le drainage, le ramassage des déchets dans la rivière de Njili et la déclaration des zones non constructibles. Tous ces éléments sont rassemblés dans un dossier représentant le projet d'un document réglementaire couvrant les aspects administratifs et techniques et concernant la rivière Njili, la zone économique et la zone globale de Maluku. En vue de sensibiliser et d'impliquer la population dans différentes actions, François Laurent, un des dirigeants du cabinet d'études, a annoncé la tenue d'un atelier participatif ce vendredi 23 mai 2025 afin de recueillir leurs propositions et prioriser les agents à mener. Directeur associé à Urbaplan, Youssef Samlali a pour sa part plaidé auprès du gouverneur pour un travail en synergie, ce qui serait un gage d'efficacité. Infrastructure, parlons de la route Kalamba-Mbouji-Kananga dans le Kasaï central, lancée en septembre 2022 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les travaux de construction de cette route longue de plus de 200 km et d'une importance économique pour le Kasaï central. Une fois réhabilitée, elle facilitera les transactions commerciales entre les provinces de Lunda Norte en Angola et du Kasaï central. Elle donne également accès à l'océan Atlantique par le port de Lobito. Retour sur la visite d'inspection des travaux de Kalamba-Mbouji par l'agence des grands travaux et Sosimex lundi dernier.
C'est une route de 12 mètres de largeur, dont 7 mètres seront utilisés comme bande de roulement. Et il y aura 2,5 mètres de part et d'autre pour les recoupements et les stationnements. Les usagers de ces tronçons déjà ouverts, enthousiasmés, saluent la rapidité avec laquelle les travaux s'effectuent ces derniers temps. Mais ils souhaitent par ailleurs que cette route soit asphaltée. C'est ce qu'a expliqué William Mouyaya et Madame Naloulalouf Loabou que nous avons rencontrés chemin faisant sur les chantiers de Mombela. De son côté, John Kadi, gérant d'un camion trouvé dans la cité de Bilomba, n'oublie pas les calvaires de 2 mois connus pour rejoindre Bilomba partant de Kalambambouji. À l'étape de Bilomba, les jeunes entrepreneurs pensent atteindre Kananga dans quelques heures. Entre-temps, l'entreprise Sino Hydro, qui a déjà installé son usine de concassage, procède à la fabrication des caniveaux préfabriqués pour amorcer les travaux d'assainissement après ceux d'ouverture et de rechargement. Dans la délégation qui a effectué cette mission figurait également le député national Donatien Balekelaïbea. Il est élu de Kazumba, là où passe cette route avant d'échouer sur la frontière de Kalambambouji en territoire de Luisa. Relier Matamba et Mombela en 3h30 est un miracle. L'élu salue les travaux. Il appelle les habitants de son fief électoral à veiller sur ces travaux et de dénoncer les voleurs de carburant et autres matériaux. Cette mission vient couper court à une fausse information diffusée sur les réseaux sociaux faisant état d'un non-avancement des travaux et assimilant un bourbier considéré comme le plus difficile se trouvant sur la nationale numéro 1 entre la rivière Miawa et la cité de Matamba. Ces travaux sont donc effectués par l'entreprise Arabe Contractor. Dans le même chapitre, le directeur général de l'Agence des grands travaux, Nico Nzao, accompagné de l'équipe de CREC7, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de la route Manterne-Tchela-Singini dans le Congo central. C'était le mardi dernier. Question d'évaluer l'état d'avancement des travaux et d'en faire un rapport au chef de l'État. Suivez. Le président de la République nous a donné des instructions formelles pour que cette route soit construite de Manterne jusqu'à Tsingini, en passant par Tchela, soit 118 km de route. Ils ont commencé maintenant et ils vont terminer jusqu'à Tsingini, et c'est là sans arrêt. Juste après, il s'est tenu une réunion de fixation avec Cisco SA et son sous-traitant CREC7. Il était question ici pour Nico Nzao de faire comprendre à ses partenaires la nouvelle que soit le rythme du financement, les travaux ne devraient jamais s'arrêter. La veille, soit le samedi 17 mai, Nico Nzao avec sa suite avait été jusqu'à Singini, lieu de repos éternel de la dépouille du tout premier président de la RDC. Le mausolée de Joseph Kasavubu était menacé par plusieurs têtes d'érosion. Activées par l'Agence congolaise des grands travaux, Cisco SA et son sous-traitant CREC7 ont initié des travaux de stabilisation de la zone. La construction des drains qui canaliseront les eaux dans le sens voulu est en cours. Il faut ici noter que le projet de construction de la route Manterne Tchela-Singini a pour point kilométrique final le mausolée Joseph Kasavubu après un parcours de 118 km. Le vendredi 16 mai, premier jour de cette mission de supervision des projets dans le Congo central, avait conduit la délégation à Mwanda où elle a visité les travaux de construction du port à eau profonde de Banana qui ont repris avec notamment le dragage du fond marin aux abords de l'espace dédié au quai. Un premier bateau de dragage arrivé de France permettra d'atteindre 12 mètres de profondeur. Un second est attendu sous peu. Lui permettra d'aller à 18 mètres qui est la profondeur requise pour les ambitions de ce port. Autre site des travaux visités, le site érosif Kisimbi qui a été stabilisé entièrement. Le sillon qui avait ravagé des quartiers entiers a été remplacé par un collecteur qui court sur près de 2000 mètres avec des sections variant de 1 à 3 mètres de largeur. Écho des partis politiques, la Ligue des femmes de la Fédération de la Lukunga de l'Union pour la démocratie et le progrès social a organisé un séminaire jeudi 22 mai 2025 sur le thème « Femmes, lève-toi pour ta nation », un moment d'éveil patriotique mais aussi de prière pour la nation.
Commençant par la prière, cette cérémonie ayant pour but l'éveil patriotique a connu un moment de forte prière pour la nation ainsi qu'un moment de conscientisation de la femme sur les combats que cette dernière peut livrer afin de sauver sa nation. Kozala na civisme ba maman. Tozala na civisme. Civisme cela veut dire quoi? Ngai na monike biso tokoye kozela te bato yo bakei ba ya kolakisa biso ne fisque salubrité. À sa prise de parole, la présidente de la Ligue des femmes UDPS Tshisekedi, Fédération Lukunga, Maman Germaine Mujinga, s'est exprimée en ce terme. Lulu alelo biso ba Maman Lukunga Ligue des femmes tobongisaki po tozala sima mokonzi na biso Fachi Beton pour nous soutenir ye tolobaki biso ba Maman ya Ligue des femmes ya Fédération Lukunga il faut to soutenir mokonzi na biso ya mboka pona bitumbu azobunda ya mboka na biso na esa zolala te azopema te yango tolobaki te biso ba mama tokobunda pona ekolo nde tobongisaki milulu oyo pona ekolo na biso tobundela mboka na biso. C'est dans une ambiance de convivialité totale que s'est terminée cette activité réunissant plus de 500 femmes. Religion dans ce journal, l'Église méthodiste unie a organisé sa 41e session ordinaire de la conférence annuelle du Congo-Ouest. Les activités ont été lancées jeudi à Kinshasa par l'évêque général et représentant légal Daniel Lungue. Plusieurs délégations venues de toutes les provinces de l'Ouest ont été présentes au quartier général de la dite Église. Reportage. Nous sommes à l'évêché méthodiste uni, situé dans la commune d'Engaliema, où se déroulent les assises de la 40e session ordinaire de la conférence annuelle du Congo-Ouest. Pour ces cultes d'ouverture, l'évêque résident et représentant légal de l'ECC 28e communauté méthodiste unie au Congo central, Monseigneur professeur Daniel Lungue Onashoyaka, a tiré sa prédication dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26, mais aussi le chapitre 13, versets 16 à 19. Les surnommés l'homme de l'évangélisation à profondeur a martelé sur la nouvelle vision de l'église méthodiste unie, caractérisée par les trois principes à savoir aimer avec audace, servir avec joie et diriger avec courage. Après la prédication, invité d'honneur de cette conférence, le président des collèges des évêques de la conférence centrale, Monseigneur Gabriel Ounda, a présidé le service de la Sainte Seine où il a invité le peuple de Dieu à la table du Seigneur. À la fin du culte, le numéro 1 de l'église méthodiste unie dans sa région épiscopale du Congo-Ouest, Monseigneur professeur Daniel Lungue Onashoyaka, s'est exprimé en ces termes. Il y a une nouvelle vision. Dans l'évangélisation que nous avons eu, la recommandation par Jésus-Christ, selon les premiers apôtres, les disciples et nous les chrétiens d'aujourd'hui, dans Matthieu 28, 18 à 20. Le pouvoir a été donné à Jésus. Jésus nous a donné ce pouvoir. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et nous, méthodistes unis, nous gagnons les âmes à Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et dans cette logique, dans cette perspective missionnaire, il y a trois principes que les méthodistes unis doivent retenir comme vision actuelle. Nous devons aimer l'Église, Jésus-Christ et nos semblables avec audace. Nous devons servir Dieu, son Fils Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ avec joie. Il y a lieu de signaler que les chefs laïcs du district et ceux des églises locales, mais aussi les bureaux de la JPC Kako nouvellement élus, ont été officiellement installés. Ce culte d'ouverture a été agrémenté par les différentes chorales venues des églises locales de la communauté. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme d'Ecopolis Télévision. Quant à moi, je vous retrouve lundi avec le même plaisir.